qui est très important vis-à-vis de la Corée du Nord, c'est peut-être pas de remonter à 2010, mais de remonter à l'été 2008. À l'époque, Kim Jong-il souffre d'un AVC et c'est ce qui va enclencher le processus de transition qui, en décembre 2011, va finalement amener Kim Jong-un à prendre le pouvoir. Et ce contexte politique, il est fondamental vraiment pour remettre en perspective ce qu'il s'est passé en Corée du Nord dans les années 2010. C'est-à-dire, encore une fois, la transition entre 2009 et fin 2011, et puis, à partir de décembre 2011, l'arrivée au pouvoir de Kim Jong-un. Dans ce contexte, ce qui est très important, c'est de rappeler qu'il y a eu une radicalisation de la Corée du Nord sur son programme nucléaire et sur son programme balistique, les deux étant intrinsèquement liés. Pour vous donner juste quelques chiffres, Kim Jong-il, entre 1994 et 2011, lorsqu'il était au pouvoir, a procédé à une quinzaine d'essais balistiques. Kim Jong-un, depuis son arrivée au pouvoir, fin 2011, a procédé à quasiment 90 essais balistiques. C'est aussi le cas sur les questions nucléaires, 2 essais sous Kim Jong-il, 4 essais sous Kim Jong-un. On a eu la constitutionnalisation du statut de puissance nucléaire dans la constitution donc, de la République populaire et démocratique de Corée en avril 2012. Et désormais, la Corée du Nord considère que les armes nucléaires font partie de son identité. Elles font partie de l'identité du régime. Elles matérialisent notamment ce qu'on appelle le Juche, qui est l'idéologie au cœur du régime nord-coréen. Et pour conclure sur ces questions nucléaires et ces questions balistiques, ce qui est important de rappeler, c'est que malgré l'apparence de négociations entre les États-Unis et la Corée du Nord, il n'y a pour l'instant pas d'avancée concrète en matière de dénucléarisation. S'il n'y a pas d'essai nucléaire depuis septembre 2017, cela ne veut en aucun cas dire que le programme nucléaire est arrêté. C'est évidemment tout l'inverse. La Corée du Nord aujourd'hui continue d'accroître ses capacités, qu'elles soient nucléaires et balistiques. Un autre point très intéressant sur ces 10 dernières années et avoir cette capacité de faire le lien sur le temps long permet de mettre en avant les changements en termes de leadership, mais aussi en termes de mode de vie en Corée du Nord depuis l'arrivée au pouvoir de Kim Jong-un. Souvent, la République populaire et démocratique de Corée est présentée comme un régime monolithique qui n'évoluerait pas, qui ne changerait pas. Or, depuis son arrivée au pouvoir, Kim Jong-un a procédé à de nombreuses réformes, que ce soit des réformes économiques ou des réformes un peu plus sociétales. Cela ne veut en aucun cas dire, évidemment, que le régime s'est libéralisé sur le plan politique, ce n'est pas le cas, mais le niveau de vie, les habitudes en Corée du Nord ont pu évoluer. Dès 2012, par exemple, Kim Jong-un faisait adopter des réformes du secteur agricole, puis du management, par exemple, des entreprises d'État. Désormais, à Pyongyang, il y a de plus en plus de restaurants, de plus en plus de sociétés semi-privées, comme des sociétés de taxi. Cela ne veut en aucun cas dire que l'ensemble du pays en bénéficie, mais en tout cas, l'élite a été préservée et c'est une des priorités du régime aujourd'hui et de Kim Jong-un, c'est de s'assurer de la fidélité et du soutien de l'élite nord-coréenne dans sa stratégie de survie du régime. En cela, les sanctions ont eu un impact. Il faut rappeler que les sanctions se sont considérablement renforcées depuis les premières sanctions de l'ONU en 2006, mais elles se sont considérablement renforcées notamment depuis 2016, puisqu'il y a désormais des sanctions économiques. L'objectif, c'est de couper les sources de financement potentiel du programme nucléaire et balistique, d'où un effondrement du commerce extérieur nord-coréen. Mais la Corée du Nord essaye de s'adapter à ces sanctions avec deux éléments principaux. Le premier, c'est continuer à contourner ces sanctions. Puis le deuxième, c'est adapter l'économie en développant une économie de substitution afin en quelque sorte de découpler la Corée du Nord des économies occidentales et de réduire nos leviers de pression sur la Corée du Nord. Et c'est en cela, en quelque sorte, que les questions nucléaires et balistiques et les questions économiques et sociétales, in fine, se retrouvent. Alors, dans les années à venir, il est extrêmement difficile de prévoir ce qu'il va se passer. Ce qui est important de rappeler, c'est que Kim Jong-un a fixé une date limite à la fin de cette année, à la fin de l'année 2019, pour qu'il y ait une avancée dans les négociations entre Washington et Pyongyang. Il est peu probable qu'il y ait un accord à court terme. Cela voudrait dire potentiellement que la Corée du Nord pourrait partiellement fermer la porte
aux négociations avec les États-Unis et multiplier les essais, notamment balistiques. Et il faut le rappeler, par exemple, que cette année 2019 a été la deuxième année de l'histoire de la Corée du Nord avec le plus d'essais balistiques. Pour l'instant, la pire année, en quelque sorte, étant 2016, 2019 étant donc la deuxième année avec le plus d'essais balistiques en Corée du Nord.